On va parler WRC aux îles Canaries, MotoGP RRS, et puis aussi le retour de la Formule 1. C'est parti pour l'émission. Salut tout le monde, et oui, on y est. Contrairement à Fernando Alonso, nous avons atteint la 33e, l'émission numéro 33, l'émission Auto Hebdo qui revient une nouvelle fois. Donc, comme je vous l'ai dit, on parlera de WRC, on parlera de MotoGP, on parlera de Formule 1, on parlera de plein de choses avec à mes côtés aujourd'hui Mathieu Champenois. Comment ça va, Mathieu ? Eh ben écoute, ça va, ça faisait un petit moment que j'avais pas mis les pieds dans ce studio, donc je suis bien content de le retrouver, de discuter un petit peu sport automobile, actualité du sport automobile et mécanique d'ailleurs ce week-end avec toi. C'était un bon week-end, on a eu des belles choses, donc on va revenir tranquillement dessus avec nos envoyés spéciaux notamment qui vont nous régaler, j'imagine, sur le contenu. Exactement, parce qu'on en avait des envoyés spéciaux ce week-end, et voilà, Mathieu a déjà retrouvé les automatismes, tout ça, voilà, il n'y a pas eu besoin de prendre 45 minutes pour comprendre où il va se mettre, c'est ça qui est bien. Le studio Auto Hebdo, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, évidemment. Mais donc, on va retrouver tout de suite Pierre Barré, qui est dans le stade, clairement, de Las Palmas. On ne pouvait pas faire meilleur décor. C'est un beau cadre. Très beau cadre pour Pierre, avec une nouvelle victoire impeccable de Sébastien Ogier, le Français qui a pris la mesure de son équipier Oliver Solberg. Est-ce que c'était une victoire attendue pour autant, mon cher Pierre ? Salut Michael, salut les garçons. Ouais, effectivement, victoire de Sébastien Ogier, de Vincent Landé ici. Première victoire de la saison. Alors, est-ce que la victoire était attendue ? Effectivement, Sébastien Ogier et Vincent Landé faisaient évidemment partie des favoris ici sur ce rallye des Canaries à double titre. La première raison, c'est évidemment la performance des Toyota. Les Toyota, on l'a vu ce week-end, elles ont été largement au-dessus du lot. Certes, il y a eu, on y reviendra dans quelques instants, la sortie de route d'Oliver Solberg, mais sans cette sortie de route, on aurait eu les 5 Toyota aux 5 premières places. Donc pour ces raisons, évidemment, Sébastien Ogier et Vincent Landé disposaient du meilleur matériel possible. Et puis on sait que Sébastien Ogier et Vincent Landé sont très performants sur l'asphalte. Est-ce qu'on pouvait légitimement s'attendre à ce qu'ils soient aussi forts tout de suite ? Parce que finalement, ils ont pris les commandes du rallye dès l'entame de course sans jamais lâcher les commandes. C'est vrai que là, ils ont quand même impressionné. Ils ont livré une sacrée prestation à tous ceux qui peuvent se dire « Oui, Sébastien Ogier est en pré-retraite, il est plus là pour jouer le titre. » Franchement, on peut se poser la question parce que s'il nous refait ça à chaque fois qu'il vient, il prend la mesure comme ça aussi facilement, entre guillemets, de ses coéquipiers et de ses concurrents à chaque venue en WRC, on peut se poser la question. On l'a vu l'année dernière, c'est un peu comme ça qu'il a construit son titre de champion du monde. Donc attention quand même pour la suite de la saison. Mais ce qui est certain, c'est que Sébastien Ogier et Vincent Landé, en tout cas, l'affaire n'est pas tout à fait terminée parce que pour le coup, ils ont été très performants sur l'asphalte canarien. On ne doute pas un instant qu'ils seront aussi performants sur la terre, d'autant qu'ils vont avoir une bonne position de départ au Portugal. Ils partiront un petit peu plus loin que les habitués du championnat, on va dire. Donc il y aura peut-être un peu moins de balayage à faire sur le premier jour. Ça peut là aussi leur permettre de marquer des gros points. Alors, il est sorti dans l'avant-dernière spéciale en plus, Oliver Solberg. Il perd du terrain au championnat. Est-ce que c'est pas un nouveau coup dur pour lui, un nouveau joker qui s'envole peut-être ? Concernant Oliver Solberg, c'est vrai que c'est malheureusement une mauvaise nouvelle pour lui dans le cadre du championnat. Je vais pas dire que c'est le premier gros coup dur parce que le premier gros coup dur c'était déjà il y a 2 semaines du côté de la Croatie où il avait abandonné, on le rappelle, dans la première spéciale. Alors la différence c'est qu'il avait pu repartir, c'est qu'il avait pu engranger des kilomètres et il avait pu marquer des points dans le cadre du Super Sunday, ce qui n'est pas le cas mathématiquement ici. En tout cas là pour le coup malheureusement il n'a pas pu maximiser ses chances en tout cas de bien performer puisqu'il n'est pas à l'arrivée, on le rappelle, de ce Super Sunday vu qu'il est sorti dans la dernière journée, mais clairement Oliver Solberg là il laisse quand même passer de gros points. Alors ça pose quand même débat, ça pose quand même question, on va dire, cette contre-performance, parce que oui, depuis le début de la saison on est impressionné par le niveau de Oliver Solberg. Il l'a montré ce week-end. Oliver Solberg a été extrêmement rapide, le seul à être capable de jouer dans le même rythme finalement que Sébastien Ogier, mais en même temps à chaque fois il y a des petites erreurs, il en manque encore un petit peu, il manque un petit peu de constance. Est-ce qu'il ne va pas trop vite? Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Encore une fois, Oliver Solberg, c'est la question forcément qu'on se pose au terme de ce rallye des Canaries. Et à l'inverse, si on regarde ce que font les coéquipiers, les autres candidats au titre, Elfyn Evans est à l'arrivée, il est deuxième, il prend de gros points et d'ailleurs au championnat il fait une super opération à l'issue de ce rallye des Canaries. Sami Pagliari également, on peut légitimement comparer les deux hommes. Sami Pagliari lui aussi monte sur le podium pour la 4e fois consécutive. Pendant ce temps-là, Oliver Solberg a vendangé quelques occasions de marquer de gros points. Donc Oliver Solberg, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a plus le droit à la moindre erreur s'il veut conserver ses chances de titre d'ici la fin de la
saison. Est-ce que c'était vraiment son objectif? Je ne le sais pas, on peut pas vraiment le dire, même si à la vue de ses performances, on peut pas estimer autrement que candidat au titre Oliver Solberg. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il faut faire attention. Désormais, il n'a plus le droit à l'erreur s'il veut conserver ses chances d'être champion du monde à la fin de la saison. Alors les Hyundai, elles n'étaient globalement nulle part en termes de rythme ce week-end. Pourtant, elles veulent toujours peser au Japon. Mais comment peuvent-elles faire pour peser encore sur ces rallyes asphalte où elles ont du mal? Oui, concernant les Hyundai, c'est sûr que ça a été encore un petit peu compliqué. La performance n'est pas au rendez-vous sur l'asphalte, on le savait. On s'attendait pas à grand-chose, même si c'est vrai qu'il y avait eu ce regain d'espoir avec la presque victoire de Thierry Neuville et de Martin Vidage du côté de la Croatie. Mais bon, pour le coup, là, il n'y a pas eu match. Les 5 Toyota étaient largement devant les Hyundai ce week-end. Il n'y a jamais eu de possibilité de voir les Hyundai venir se rapprocher des Toyota. Clairement, les Hyundai attendent la terre, on va pas se mentir, c'est vraiment pas le Japon qu'on attend du côté de chez Hyundai. On attend le Portugal, même si oui, Hyundai a beaucoup travaillé aussi sur l'asphalte pour essayer d'optimiser ses performances globales. Là, pour le coup, on attend le Portugal, on attend la Grèce, on attend la Sardaigne, on attend des terrains très cassants sur lesquels potentiellement les Hyundai peuvent faire la différence. Takamoto Katsuta nous le disait d'ailleurs tout à l'heure, qu'il pensait que les Hyundai seraient très très rapides sur ces terrains-là, très très performants. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre dans 2 semaines. Et là, on saura véritablement si Hyundai peut renverser la vapeur sur la globalité du championnat. Puisqu'on le rappelle, après le Japon, toutes les manches jusqu'à la fin de la saison seront des manches terre. Donc si la Hyundai fonctionne sur ce terrain-là, si la Hyundai est plus performante, admettons que la Toyota sur ce terrain-là, le championnat n'est peut-être pas joué. C'est aussi la particularité de ce championnat du monde des rallyes 2026. Mais pour l'instant, en tout cas, pour ce qui est de l'asphalte, on essaie de mettre ça de côté chez Hyundai parce que clairement, il y a un trop gros gap de performance. Et enfin, Pierre, nouvelle victoire de Johan Rossel en WRC2 avec sa Lancia. C'est véritablement le roi de l'asphalte, on dirait. Et oui, deuxième victoire consécutive cette saison sur l'asphalte pour Johan Rossel et Arnaud Dunant. Deuxième victoire également tout court sur les îles Canaries, puisque l'année dernière, il s'était imposé avec la Citroën C3 Rally 2. Il n'y a pas à dire, Johan Rossel et même Léo Rossel, je pense qu'on peut le mettre aussi dans ce même wagon, même si malheureusement Léo a été victime d'une casse mécanique en fin de rallye. Johan Rossel, il est intouchable sur l'asphalte, c'est sa surface de prédilection. C'est un ancien pistard, Johan Rossel. Il a passé énormément d'heures dans sa carrière, dans sa jeune carrière en karting, sur le circuit de chez lui, le pôle mécanique à l'Est avec les Caterham familiales notamment. Donc il a un sens absolument parfait des trajectoires. Et c'est vrai qu'on l'a vu sur ce rallye, la ligne de conduite, on va pas parler forcément que de trajectoire, mais la ligne de conduite était extrêmement importante sur on va dire avec cette surface très particulière, cet asphalte assez singulier ici aux Canaries, et puis évidemment c'est spécial avec beaucoup de flow, on va dire, qui nécessite de placer parfaitement la voiture. À ce petit jeu, Johan Rossel, il est absolument sensationnel, c'est son terrain de jeu favori et il l'a prouvé en s'imposant. Maintenant la question, ça va être de savoir si sur la terre la Lancia peut être au niveau, parce que c'est là que va se jouer la saison. On rappelle, en WRC2 on choisit les manches. Johan a fait le maximum qu'il pouvait sur les manches asphalte. Dommage, encore une fois, la petite erreur du Monte Carlo, elle va peut-être coûter cher à la fin de la saison. Maintenant, on verra si ça suffira avec les performances sur la terre pour maximiser les chances de titre. Mais en tout cas, oui, bien sûr, sur l'asphalte, en WRC2, il n'y a personne qui arrive à venir à la cheville de Johan Rossel. Merci beaucoup Pierre. Et voilà, on va le laisser aller tâter un petit peu du ballon de foot maintenant, j'imagine. Il a tout un stade pour lui tout seul. Ce serait bête de ne pas le faire. C'était dans ce stade que se déroulaient les super spéciales de ce week-end, Mathieu. Oui, tout à fait. Le match, en l'occurrence, de Las Palmas n'a pas lieu ce soir dans le stade de Las Palmas, mais ça joue ce soir. Donc attention à avoir Pierre potentiellement titulaire dans la composition. Regardez bien la Liga ce soir. Voilà, exactement. Va falloir regarder ça de près. Ce serait incroyable que soudainement Pierre Barré rentre au jeu et surtout mette un coup de tête magistral pour débloquer la situation. On va rester en Espagne, mais on va aller cette fois-ci sur le continent, entre guillemets, avec Jerez de la Frontera. On va retrouver Luca Bartolomeo qui était là pour le Grand Prix d'Espagne MotoGP. Salut Lucas. Déjà, évidemment, on s'attendait à voir Marquez s'imposer en premier sur la Ducati. Mais on s'attendait pas à ce que ce soit Alex, son frère, qui parvienne. Par contre, le petit frère a impressionné ce week-end. Effectivement, on s'attendait à ce que ce soit un Marquez qui brise la série de 6 victoires consécutives d'Aprilia. Mais on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit Alex. Pourtant, c'est bien lui qui a donné le ton dès le début du week-end avec le meilleur temps des essais, signé à moins de 2 dixièmes du record absolu de la piste, signé par Fabio Quartararo, ici même en 2025 lors de la Q2 en 1:35.610. Alex Marquez s'est déjà rapproché de cette marque lors du vendredi. Il n'a pas pu confirmer le samedi puisqu'il pleuvait. Il a ensuite, lui, connu une grosse déconvenue en sprint avec une chute.
Mais le dimanche, il était de retour. Il a véritablement livré une démonstration de force ici sur le circuit de Jerez. Dès le premier tour, il se mettait en deuxième position, dans le sillage de son frère aîné Marc. Ensuite, il l'a dépassé au virage 6 et puis il a véritablement imposé son rythme jusqu'à la ligne d'arrivée. On s'attendait peut-être à ce que Ducati baisse en rythme en fin de course. On sait que la Ducati est notamment moins bonne en gestion des gommes, surtout quand il fait très chaud, comme ce fut le cas ici à Jerez. Pourtant, Marco Bezzecchi n'a pas pu contester la victoire à Alex Marquez. Et Alex Marquez qui signe donc son 4e succès en MotoGP, le 3e en Espagne. Alors que pensait justement son grand frère? Parce qu'il a chuté en début de course en essayant de suivre Alex, justement, Marc Marquez, et malgré sa victoire en sprint, qui elle aussi a été totalement rocambolesque, il a l'air d'avoir toujours un petit peu de mal avec cette Ducati GP26. Eh bien, que penser de Marc Marquez? C'est une très bonne question, parce que même l'intéressé, il varie un petit peu ses réponses dans les débriefs. Une fois, il dit qu'il n'est pas à 100% de ses capacités physiques. Une autre fois, il va dire qu'il se sentait plutôt bien physiquement. Ici, à Jerez, eh bien, il a gagné en sprint un petit peu par chance ou par stratégie. Ça dépend des observateurs. Pour rappel, en sprint, il a une victoire un petit peu controversée. Il a chuté lorsqu'il pleuvait avant de couper la voie des stands pour aller prendre une moto chaussée de pneus pluie. Finalement, il a effectué cette manœuvre au timing parfait puisqu'il est ressorti devant ses concurrents une fois qu'il l'avait imité. Et puis en course le dimanche, on a vu directement que c'était plus compliqué pour Marc Marquez, qui n'était pas du tout dans le rythme de son frère. Il a fini par chuter dans le virage 11. En cause, c'est notamment le vent qui a changé, qui n'était pas le même dans ce virage et beaucoup plus intense qu'en début de week-end. Ça a piégé Marc Marquez, qui, comme tu le dis, est toujours en délicatesse avec cette GP26. Alors Marco Bezzecchi a largement sauvé les meubles en terminant 2e. Est-ce qu'il n'est pas en train de se placer en grand favori maintenant pour le titre quand même? Marco Bezzecchi, toujours leader du championnat. Bien, comme tu le dis, Marco Bezzecchi qui a été plutôt chanceux avec les déboires de Marc Marquez ici à Jerez, puisqu'il a perdu 12 points sur l'Espagnol le samedi. Marc Marquez qui était revenu à 24 points de la tête du championnat, mais avec sa chute, Bezzecchi en a inscrit 20, donc 20 de plus que Marquez. Et donc le bilan comptable sur l'ensemble du week-end, ça fait que Marco Bezzecchi inscrit 8 points de plus que Marc Marquez. Il reprend donc du terrain à l'Espagnol au championnat. Et depuis quelques courses, on a vu que son véritable rival, c'était Jorge Martin. Jorge Martin a lui aussi chuté, non, il n'a pas chuté en sprint, mais il a eu un problème de frein avant sur sa moto. Et le dimanche, Martin, il n'était vraiment pas dans le rythme de Marco Bezzecchi. Il était plus en retrait ce week-end au guidon de la RSGP. Et donc il concède lui aussi, enfin il accuse plutôt 4 points de plus de retard sur son coéquipier au championnat. Et donc Marco Bezzecchi qui quitte Jerez avec 11 points d'avance en position de favori pour le championnat. Un mot Lucas sur Johan Zarco, exceptionnel en qualif évidemment, 2e sur la grille de départ, 7e en course, ce qui est plutôt pas mal aussi pour la Honda sur piste sèche. Comme tu le dis, Johan Zarco a été super le samedi dans des conditions qu'il affectionne particulièrement. Les qualifications se sont disputées sous la pluie. Et comme lors des dernières qualifications qui s'est disputées sous la pluie, en Allemagne en 2025, c'est Marc Marquez qui a signé la pole devant Johan Zarco. On sait que ces deux pilotes sont vraiment au-dessus du lot dans ces conditions-là, et j'aimerais d'ailleurs souligner la marque de respect qu'il y a eu entre les deux dans le parc fermé. On a vu des accolades, on a vu des sourires, et Johan Zarco qui expliquait en débrief qu'à chaque fois qu'il pleut, il se cherche un petit peu du regard avec Marc Marquez, parce que Marquez, qui est bon dans toutes les conditions, sait que Johan Zarco est le seul à pouvoir lui contester la pole position ou la victoire lorsqu'il pleut. Le sprint a été un petit peu compliqué pour Johan Zarco, qui n'est pas rentré au bon moment. Sinon, il pensait que la victoire était accessible. Au lieu de ça, il termine dans les points, mais évidemment loin du résultat qu'il espérait sous les gouttes. Et puis le dimanche, il a livré une course exceptionnelle, je reprends ses mots. Il a passé la majorité de l'épreuve dans le top 5, et puis il a dû subir le retour des pilotes Trackhouse dans les tout derniers tours. Il a vraiment subi beaucoup de dégradations sur son pneu arrière dans les derniers instants de la course. Finalement, il termine 7e, ce qui reste un excellent résultat au guidon de cette Honda, surtout au vu de la performance qu'il a livrée ce dimanche. Donc un bilan plutôt positif sur Johan Zarco, qui a véritablement eu un déclic au guidon de la Honda et qui pense, et qui espère en tout cas, mettre à profit tous ces enseignements pour le Grand Prix de France qui aura lieu dans 2 semaines. A l'inverse, malheureusement, Fabio Quartararo, ça a été un petit peu la catastrophe. Effectivement, un nouveau week-end difficile pour Fabio Quartararo et pour Yamaha en général. Les Yamaha qui ont occupé le fond de classement dans la plupart des séances sur un circuit qui avait plutôt réussi aux Français l'an dernier. Malgré tout, on sait que le turning, c'est devenu vraiment le point faible de la Yamaha V4, là où c'était sa force jusque l'an dernier avec le moteur 4 en ligne qu'ils ont exploité jusque fin 2025. Fabio Quartararo qui a terminé la course malgré tout avec des points en 14e position, qui avait déjà inscrit des points en sprint dans les conditions qu'on a citées précédemment. Et puis il l'a dit, il n'a aucune ambition pour le Grand Prix de France parce qu'il sait que sa moto ne fonctionnera pas au Mans. Malgré tout, il espère faire plaisir aux fans français. Il a prévu de nombreuses surprises et je vous conseille d'acheter le magazine cette semaine puisqu'on s'est entretenu avec Fabio Quartararo. Donc vous pourrez lire notre échange dans le magazine qui sortira
ce lundi à 20h et mercredi en kiosque. Eh ben merci beaucoup Lucas, et sachez que, on est ravis de le dire, on le retrouvera au Mans dans 2 semaines. Le Grand Prix de France MotoGP, ce sera notre manche à domicile, et évidemment Auto Hebdo on va passer à la battle de la semaine. Et là la battle, eh bien je regarde en face de moi, car c'est avec Mathieu que je vais me batailler. Voilà, on reprend les uppercuts, machin, tout ça. On se met bien comme il faut, puisque la battle, elle va concerner ce qui va se passer ce week-end. Le Grand Prix de Miami de Formule 1, c'est la reprise, ça y est, ça faisait quand même un mois qu'on n'avait pas eu de Formule 1, donc il était temps, d'une certaine manière, après le report ou l'annulation, en tout cas la non-tenue en avril des manches de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Mathieu, tout seigneur tout honneur, je suis sympathique, je vais te laisser t'exprimer en premier dans ce duel, qui est aussi évidemment notre question hebdo. Mercedes, mon cher Mathieu, va-t-elle garder son avantage à Miami? Va-t-elle avoir autant d'avance à Miami que sur les 3 premiers Grands Prix de la saison? T'as 1 minute, pas 1 seconde de plus. Eh bien écoute, Michael, pour moi, Mercedes va conserver son avantage. Alors même si l'avantage sera peut-être un petit peu moins élevé qu'il ne fut en début de saison, je pense que les équipes qui les suivent, notamment Ferrari et McLaren, parce que McLaren, à mon avis, est l'équipe qui est peut-être la mieux armée pour le faire, dans l'état actuel des choses, on ne rattrape pas 20-25 secondes sur un Grand Prix comme ça. Je dois espérer effectivement que l'écart se réduise, mais Mercedes a un avantage moteur qui est trop important. Ils ont aussi des pilotes qui sont en verve, notamment du côté de Miami. On se rappelle qu'Antonelli l'année dernière avait fait un sacré week-end du côté de Miami. Donc je pense qu'il y a encore trop d'éléments qui permettent à Mercedes de garder et de gérer, d'autant que ce que je pense c'est qu'ils en avaient encore un petit peu sous le pied lors des derniers Grands Prix. Donc malheureusement pour le spectacle, malheureusement pour ce côté un petit peu suspense, Mercedes à mon avis va avoir encore trop d'avance, mais attention à ce que la dynamique en revanche ne soit pas quant à elle à surveiller, puisque évidemment c'est ça qu'on attend après, on va dire, un début de saison qui va véritablement démarrer, si je puis dire, en cette manche à Miami. C'était pas si loin d'atteindre la minute, Mathieu. Eh bien moi, je vais dire non, parce que c'est évidemment l'intérêt qu'on s'oppose, bien sûr. Alors je vais le dire non, c'est à la fois aussi ce que tout le monde souhaiterait, bien sûr, voilà. Quand je dis non, c'est que Mercedes n'aura pas le même avantage. Je pense qu'ils seront toujours devant aussi, ça, on est assez d'accord, mais je pense que ça va se resserrer de manière assez naturelle. Déjà, c'est un week-end sprint, donc forcément, ça fait que les choses sont un petit peu plus difficiles, et je pense sincèrement qu'on a vu Ferrari qui a testé pendant ce mois de pause, entre guillemets, Red Bull qui a testé aussi des nouveautés, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent aussi remonter un Red Bull, mais McLaren a prévu aussi une MCL40 un peu nouvelle. Évidemment, Mercedes va aussi venir avec des améliorations, mais je pars du principe que quand on est au top, aller améliorer encore plus ce qui est déjà très très bon me paraît compliqué. Là où on est tous dans une phase un peu de découverte de ces voitures 2026, Mercedes a déjà très bien compris le concept et a réussi à mettre une voiture qui était quand même assez complète. Donc je me dis qu'en principe, ça ne devrait que permettre aux adversaires de revenir. Avec un peu de marge. Avec un peu de marge. Avec un peu de marge quand même, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, moi, je ne fais pas beaucoup de duels, hein, donc voilà, je reprends mes marques, mais ça se passe pas mal. On va espérer en tout cas que le combat soit intéressant, du moins ce week-end. Ce serait pas mal, c'est sûr, et ce sera à suivre évidemment sur autoedo.fr pendant tout le week-end, bien sûr. Qui est assez particulier, dans lequel il va y avoir un petit peu de F2 aussi. Ça, oui, la F2 qui fait son retour. Quand même à domicile. Donc, ça fait évidemment plaisir. La première fois, effectivement, que les États-Unis accueillent manche de formule de promotion comme ça, donc c'est à suivre avec grand intérêt aussi. Au niveau des réseaux sociaux, vous nous avez évidemment commenté cette question hebdo qui a été postée ce dimanche soir. Arwan qui nous dit notamment « Espérons que non pour le bien du sport ». C'est sûr que les grandes périodes de domination, ça fait la Formule 1, mais j'imagine que pour beaucoup, c'est bien aussi quand ça se bat entre plusieurs constructeurs. On a Motorsport Galleria qui dit aussi « Tout dépend du point de vue duquel on se positionne ». Et ils auront certainement leur avantage toujours en termes de moteur. Par contre, en termes d'aérodynamique, là, ça va être plus compliqué. Et la qualité de la Ferrari, nous dit-il également, est indéniable. Sur le site autohebdo.fr, vous avez voté et vous nous dites oui à 63%. Donc, bon, globalement... Le pragmatisme, là, voilà, on s'attend à une espèce de statu quo quand même ce week-end à Miami. On verra si ce sera le cas. Bien entendu, l'image de la semaine, et ça, j'en suis assez content. Et cette image de la semaine, on voulait vous la montrer. C'est quelqu'un qui est donc en dehors de sa voiture, vous le voyez, c'est Carson Hocevar qui a remporté sa première victoire en NASCAR Cup Series à 23 ans et qui a donc décidé de faire un burn-out en étant à moitié sorti de sa voiture tout simplement, en allant taper le mur aussi. C'est la même image que Lewis Hamilton qui ramène sa voiture assis un petit peu sur le bord mais sans la gloire, quoi. Voilà, là pour le coup il y a la gloire, il y a la victoire, il y a tout ce qu'il faut. Une victoire à Talladega, circuit où on a eu évidemment un big one comme d'habitude, 26 voitures impliquées. La NASCAR, finalement, un dimanche soir habituel pour le championnat sur ce genre de circuit. Mais ça fait plaisir de voir Carson Hocevar s'imposer parce qu'il est très bon depuis le début de la saison. Et c'est une personnalité de la NASCAR, véritablement. Et s'il avait des gens qui ne l'aimaient pas trop,
notamment chez les pilotes, mais s'il y a des gens dans les spectateurs qui ne l'aimaient pas trop, je pense qu'avec cette célébration, il a fait ce qu'il fallait. Et très bonne nouvelle, le nouveau patron de la NASCAR lui a dit non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc normalement, pas de règlement qui interdirait de faire ça ou quoi, ça devrait continuer. Bon, après, quand il a mis sa voiture dans le mur quand même pour faire le burn-out, j'étais pas serein. Pour vous le cacher, mais ça va, ça s'est bien terminé pour l'ouragan, comme on le surnomme, l'ouragan au Sebar. Mon cher Mathieu, je vais terminer l'émission avec toi, puisque, eh bien, ça fait un bail que tu n'étais pas venu effectivement dans ces lieux. Il y a une bonne raison à cela quand même. Je suis en vadrouille en ce moment. Alors, vous m'avez vu à Nogaro, vous m'avez vu à Barcelone. Alors, c'est vrai que lundi dernier, en l'occurrence, avant la première manche de Freck, puisque ce week-end, effectivement, il y avait de la Freck du côté de Spielberg, eh bien, je suis allé faire un tour du côté de ART Grand Prix, qui justement préparait cette première manche de Freck qui va s'envoler là aussi pour Miami, justement j'en parlais tout à l'heure pour la F2, donc je vais vous emmener tout simplement avec moi en immersion en fait du côté de RT Grand Prix, donc vous allez pouvoir constater un petit peu comment se passe une journée pour un pilote. En l'occurrence on va suivre Alexandre Munoz qui est le champion de France de F4 et qui est engagé cette saison dans le championnat européen. On va voir comment ça se passe en immersion, comment un pilote se prépare à une manche justement de Freck mais de formule de promotion justement chez RT, le simulateur, le garage, etc. Bref, vous aurez tout détaillé dans ce petit sujet quelque part, ce petit reportage qu'on va vous proposer sur la chaîne YouTube dans les prochains jours. Voilà, ça sortira effectivement cette semaine. Je vous propose même qu'on écoute rapidement Alexandre Munoz, histoire que vous ayez un petit peu l'eau à la bouche, mais la version complète sera retrouvée cette semaine, bien sûr. Donc là, on utilise pas mal de sim pour tester ce qu'on a vu sur place au collectif test. Et après, voilà, c'est surtout préparer les runs qui vont se faire sur le meeting, préparer les chauffes, les procédures, etc., tout revoir. Et je pense que c'est le plus gros du travail qu'on fait sur ces journées-là. On se rapproche de l'excellence, entre guillemets. Là, quand on rentre et qu'on voit la voiture d'Hamilton, de Vettel, et qu'on voit les tableaux des pilotes que Hart a accompagnés jusqu'à la Formule 1. Voilà, on est tout de suite émerveillés et on se dit pourquoi pas nous. Donc maintenant, faut travailler et mettre tout ensemble pour espérer aller au plus haut niveau. Voilà, ce sera donc à retrouver dans la semaine sur notre chaîne YouTube. C'est ici qu'on va s'arrêter pour cette émission. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été là. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle évidemment qu'Auto Hebdo est disponible en version numérique à partir de 20h et en kiosque à partir de ce mercredi. Et on se retrouvera nous évidemment lundi prochain pour revenir en long, en large et en travers sur le Grand Prix de Miami Formule 1. À la prochaine, ciao ciao.